réseau. Bon, le prix moyen, quel que soit l'intrant, à ce stade-là, on ne va pas faire la distinction, c'est aux alentours de 90 €. Et quand je dis que c'est un tarif rémunérateur et que c'est un vrai soutien, aujourd'hui, sur le marché de gros, vous allez acheter votre gaz entre 15 € et 20 € du mégawattheure. Donc il y a quand même un facteur, à minima, un facteur de 4. Donc ça, c'est une vraie mesure de soutien, on n'insistera jamais assez. Elisabeth, oui, Elisabeth l'a dit, les perspectives PPE sont un petit peu plus drastiques, puisqu'on va devoir faire des efforts de convergence, là où j'ai annoncé 90, vers 70. Donc là, ça nécessitera un certain nombre de sauts pour la filière. Oui, non? Dis-moi. Moi? Je suis allé trop vite. C'est un peu mon problème. Ça a toujours été. Voilà. Donc là, on va basculer sur la spécificité GRT. Donc c'est monsieur Didier Marron. Non. Et c'est qui? Ah, c'est toi. Bien, merci. Tu vas reprendre la parole juste après voilà, sur les conditions. Tu as le droit d'aller t'asseoir, mais t'échappes pas. Donc on va reparler de problématiques juridiques et je vais faire un éclairage sur le contexte dans lequel évolue l'activité des gestionnaires de réseaux de transport, que j'ai appelé GRT. Alors il y a des dispositions qui sont communes aux distributeurs, hein, qui est représenté ici par GRDF. Donc je vais vous rappeler le dispositif européen dans lequel notre activité s'inscrit, la manière dont il est appliqué et interprété en droit français, qui est plutôt restrictive. Et aujourd'hui, donc, les enjeux face aux nouvelles filières de production de biométhane notamment, et comment les GRT comme Teréga essaient de diversifier et de soutenir cette activité avec l'opportunité du droit à l'injection tel qu'on l'évoque aujourd'hui. Alors une présentation en 2 temps. Le cadre juridique contraint des gestionnaires de réseaux de transport et les opportunités récentes qui sont apportées pour l'injection du biométhane. Et on abordera notamment les projets de texte récents sur le droit à l'injection que vient de présenter Elisabeth Laporte. Le cadre juridique contraint des gestionnaires de réseaux de transport, bien, il trouve son origine dans le droit de l'Union européenne, qui a introduit dès la fin des années 90 une libéralisation des marchés, notamment des marchés de l'énergie, et qui a imposé donc une séparation des activités et dans le domaine du gaz naturel et de l'électricité, une séparation des activités de transport, enfin, d'acheminement au sens plus large, et des activités de production et de fourniture. Donc ce principe de séparation des activités, il est repris dans le 3e paquet énergie, la directive notamment 2009-73 sur les règles communes du marché intérieur du gaz naturel, qui est une directive sur la transparence des infrastructures, qui a confirmé, donc c'est la terminologie de la directive, hein, ce découplage effectif des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture. Concrètement, comment on assure ce découplage effectif? Eh bien, les États membres doivent faire en sorte que les mêmes personnes ne puissent pas exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture, ou un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau ou sur un gestionnaire de réseau de transport. L'objectif de cette séparation effective est de garantir un accès objectif, transparent
et non discriminatoire au réseau. Et ça, on va en reparler dans la transposition française, car ce sont vraiment des grands principes et des grandes obligations qui s'imposent à tous les gestionnaires de réseau. Donc, en droit français, c'est le Code de l'énergie qui transpose les dispositions de la directive de 2009 et qui décline ces règles d'indépendance et de séparation effective stricte des activités. Alors, sur l'indépendance, Sandra Perrault nous en dira un mot. Tu veux le présenter maintenant ? Okay. Donc, elle nous expliquera un peu ce qu'on entend et comment on interprète ces notions d'indépendance. La séparation effective, alors je vous prie d'excuser j'ai reproduit des articles, c'est très moche, c'est complètement illisible. Donc c'est juste des articles du Code de l'énergie qui expliquent très clairement que la gestion d'un réseau de transport est assurée par des personnes distinctes de celles qui assurent les activités de production et de fourniture, qui, elles, relèvent du domaine concurrentiel. Et ce qui fonde donc ces obligations d'indépendance des gestionnaires de réseau, elles donnent lieu à une certification qui est donnée par le régulateur français, la Commission de régulation de l'énergie. Et cet agrément, la certification, fonde toute activité d'exploitation des GRT. Sans certification, eh bien, un gestionnaire de réseau ne peut pas assurer son activité. Pour vous donner une illustration, la certification de Teréga, elle est régulièrement vérifiée par le régulateur, par la commission de régulation. Et dernièrement, donc c'était au mois de septembre 2018, on a une délibération de la CRE qui a confirmé le maintien de la certification de Teréga suite à une prise de participation de l'un de nos actionnaires, GIC, dans une entité de production d'énergie. Donc toutes les règles, toutes les modifications qui peuvent aussi impacter la gouvernance de Teréga, peut donner lieu à l'examen ou au réexamen de la certification de la société, de sorte à garantir toujours cette obligation d'indépendance. Alors l'autre point, je vais vous dispenser de lire aussi l'article L11147, mais c'était pour illustrer le cadre contraignant dans lequel nos activités s'inscrivent. Donc, une mission de service public de transport de gaz naturel et une liste restrictive qui est fixée par le législateur et qui précise les autres activités qu'un GRT peut exercer. Donc, parmi ces activités, il y a tout ce qui concerne la construction, l'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'infrastructures de GNL, gaz naturel liquéfié, le transport de dioxyde de carbone, ou toute activité de stockage de gaz, que ce soit en France, hors de l'Union européenne, ou avec des interconnexions entre États de l'Union européenne. Donc voilà la liste des autres activités qui sont ouvertes par le législateur français, au-delà du transport stricto sensu de gaz naturel. Et il faut savoir aussi que ces règles françaises sont très strictement interprétées par le régulateur français, qui a quand même une position très restrictive par rapport aux opérateurs de réseau. Et dans ce contexte, donc, où tous les opérateurs de réseau se lancent dans la transition énergétique, où les enjeux sur les gaz verts, autant le biométhane dont on parle aujourd'hui, mais également le gaz naturel pour véhicules, donc tout pour essayer d'influer ou de développer ces nouveaux enjeux, eh bien, les opérateurs de réseau, aujourd'hui, ont affiché, donc que ce soit Teréga ou même GRT Gaz, qui est l'autre opérateur de transport pour le nord de la France, les GRT donc, et les opérateurs de réseau au sens large ont affiché auprès des pouvoirs publics, donc auprès du régulateur, auprès de la Direction générale de l'énergie et du climat, une volonté affichée de participer au développement de ces filières. Alors, je vous les ai rappelés, le régulateur entend bien sûr ces requêtes, rappelle bien sûr que la diversification, elle ne peut s'inscrire que sous réserve du respect des obligations d'indépendance,
de l'obligation générale de non-discrimination vis-à-vis des utilisateurs des réseaux et du respect des principes de droit de la concurrence pour toutes les activités qui relèvent du domaine concurrentiel, dont relèvent notamment les activités de production. Donc, dans un rapport qu'elle a publié en février dernier, la Commission de régulation de l'énergie a rappelé, a fixé ses préconisations, l'interprétation qu'elle fait des dispositions réglementaires pour permettre aux GRT de diversifier leurs activités. Donc, ce sont ces conditions qu'on va vous rappeler à présent. La première, eh bien, ça c'est un principe vraiment important que le régulateur surveille de très près, c'est les conditions d'exercice d'une activité concurrentielle. Toute diversification de l'activité d'un GRT, dans la filière du biométhane, mais c'est également valable pour la filière du GNV, eh bien, il faut respecter les principes du droit de la concurrence. Donc cette activité concurrentielle, elle doit être accessoire par rapport à l'activité d'opérateur de réseau, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de résultats, de capitaux engagés. Le régulateur insiste bien en expliquant que la mission des GRT est une mission avant tout de service public, de transporteur ou de distribution de gaz, et que toute autre activité doit rester une activité accessoire, qui doit donner lieu également à une comptabilité séparée, pour éviter notamment que les risques et les coûts supportés par le développement d'une nouvelle activité ne soient portés par le tarif d'utilisation des réseaux. Et enfin, les GRT doivent s'abstenir de toute confusion d'image en termes de marque ou de communication entre leur mission de service public et les nouvelles activités qu'ils souhaitent entreprendre et qui relèvent du domaine concurrentiel. Donc, la CRE rappelle également dans quelles conditions les GRT doivent conserver et répondre à leurs obligations d'indépendance et de non-discrimination. Je vais donner la parole à Sandra Perrault. Bonjour à tous. Donc, Sandra Perrault, juriste au sein de Teréga. Donc, comme l'a dit Laurence, il y a une séparation effective entre les différents types d'activités. L'activité de transport, enfin de production d'abord, de transport, puis de fourniture. Donc la gestion d'un réseau de transport doit être effectuée par des personnes distinctes de l'activité de production et de fourniture pour éviter tout risque de discrimination. Donc ensuite, je vais vous évoquer assez rapidement quand même les réglementations applicables à Teréga dans ce domaine. Donc là où les mêmes personnes ne peuvent exercer un contrôle sur une activité de production ou de fourniture et un contrôle direct et indirect ou un quelconque pouvoir sur un GRT. Et inversement. Donc je ne la refais pas. Et donc également, une même personne ne peut être à la fois membre des organes de direction d'un GRT et d'une entreprise dans des activités de production de fourniture ou pouvoir désigner les membres des organes de direction également. Donc ces notions de contrôle direct ou indirect ou de quelconque pouvoir sont assez clairement définies dans la réglementation. On parle aussi d'influence déterminante qui ne peut pas être exercée. Donc sur les organes de décision, ça on l'a déjà plus ou moins dit, mais également par des contrats ou par des droits de propriété ou de jouissance sur toute ou partie des biens d'une entreprise. Donc seules les prises de participation sans aucun droit associé dans une société de fourniture ou de production sont compatibles avec les obligations d'indépendance. Donc ce qu'en dit la Commission de régulation de l'énergie, notre autorité de tutelle, c'est ce qu'a évoqué Laurence, c'est dans le rapport de la CRE de février 2019. Donc il y a deux solutions, la prise de participation directe, donc ça on l'a déjà évoqué, dans une société de production sans aucun droit associé. Elle peut être faite par le GRT en lui-même ou par une filiale. Donc aucun droit de vote, aucun pouvoir de nomination. Ou une autre solution, une prise de participation indirecte, au travers d'un fonds d'investissement. Là encore, sans aucun droit. Donc c'est la société de gestion qui sera en charge de la gestion du fonds, qui serait en charge des relations avec les entreprises dans lesquelles investit le fonds. Donc il n'y aurait pas d'ingérence des gestionnaires de réseaux de transport. Donc finalement, pour l'instant, c'est la doctrine de la Commission de régulation d'énergie, assez restrictive. Aujourd'hui, on ne pourrait faire que ça, en tant que prise de participation financière. Donc la société serait indépendante
et on n'aurait aucun droit. Didier, c'est toi qui continue. Donc, dans ce cadre contraint, voilà, je vais donner la parole à Didier Marron, qui va, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les projets de texte qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, la rétorréfaction, tu en diras peut-être un mot à la fin, mais ils en ont déjà parlé. Donc, projet de décret d'arrêté droit à l'injection. Alors, je vais juste passer mon affreuse slide en premier. Tu peux pas t'en empêcher. Alors, je vous dispense de la lire. J'ai repris l'article 94 de la loi Egalim. Alors, il y a juste ce qui est important à retenir dans cette loi, c'est que d'une part, on va favoriser le raccordement des installations de production au réseau de transport ici, de distribution ici. Donc, sur le transport, on va faciliter et intégrer dans les coûts du gestionnaire les renforcements de réseau. Donc, on va voir ce qu'on entend par renforcement. Pour la distribution, M. Ganchou, vous pourrez compléter bien sûr, on autorise le gestionnaire de réseau à sortir de sa zone de desserte pour aller raccorder des installations de production. Là encore, sous condition de l'accord des communes traversées et de l'autorité concédante. La loi Egalim, elle a également modifié le code de l'environnement. Elle facilite le permitting, le dispositif d'autorisation administrative pour ces canalisations de raccordement qui ne relèvent plus des dispositions classiques du Code de l'environnement en matière d'autorisation de construire et d'exploiter. Et on va même appliquer le référentiel technique des canalisations de distribution à ces canalisations de raccordement. Voilà. Donc on leur accorde aussi des facilités en termes d'autorisation et de spécifications techniques. Je donne la parole à Didier. On devait avoir également, je ne l'ai pas mentionné en introduction, une intervention d'Olivier Béatrix, qui est le secrétaire général de Terega, qui est aussi représentant du Collège des transporteurs au Conseil supérieur de l'énergie, et qui s'est prononcé au mois d'avril sur les amendements, sur des amendements de la profession sur ce projet de texte, et qui malheureusement a des contraintes de transport aujourd'hui et qui ne peut pas être présent. Donc je remercie Didier de se coller à l'exercice. Bonjour à tous, donc Didier Marron, je me répète, du pôle stratégie et innovation. Donc pour faire suite un petit peu à ce qui a été dit jusqu'à présent sur la loi Egalim et notamment sur ce droit à l'injection qui a été prononcé dans ses grands principes, il restait maintenant à préciser des modalités techniques et économiques de comment développer ce droit à l'injection. Et dans cet objectif-là, il y a un grand pas qui a été franchi le mois dernier, au mois d'avril, puisqu'il y a un projet de décret qui est sorti par la DGEC et un projet d'arrêté que je vais vous présenter brièvement, qui définit les conditions techniques dans lesquelles les infrastructeurs, qu'ils soient distributeurs ou transporteurs, peuvent développer des infrastructures pour accueillir un maximum de biométhane ou, pour faire simple, pour augmenter les capacités d'injection de biométhane dans le respect de certains critères économiques, bien évidemment, que je vais vous préciser ci-après. Les points importants et positifs de ce projet de texte, de ce projet de décret, c'est que déjà il commence par définir les ouvrages de renforcement, les développements qui pourront être réalisés par les infrastructeurs. Donc ils seront de 3 ordres. Sur le réseau de distribution, il s'agit de renforcement de réseau. Donc renforcement de réseau, c'est développer des capacités existantes d'acheminement. Il s'agit éventuellement aussi de procéder à des maillages de zones de distribution publique. La notion de maillage, c'est pourquoi, techniquement parlant, c'est d'augmenter la zone de chalandise, donc la zone de consommation, puisque à ce jour, le biométhane injecté en toute saison doit être représentatif des consommations du territoire. Le fait de mailler 2 ou plusieurs zones de distribution augmente la zone de chalandise et donc donne plus de souplesse et de capacité à la production.
Le troisième point important, technique qui a été défini dans les types d'ouvrages, c'est les installations de rebours. Alors c'est une fois que le distributeur a opéré à l'ensemble des renforcements qu'il jugeait nécessaires, une fois qu'on a réalisé éventuellement les maillages également nécessaires pour accueillir un maximum de biométhane, si les capacités d'accueil s'avèrent malgré tout insuffisantes, on va construire une installation de rebours qui cette fois-ci va être de la responsabilité du GRT et non plus du GRD. Et le rebours, c'est ni plus ni moins qu'une installation de comptage et de recompression du gaz qui va permettre au réseau de distribution qui serait excédentaire en biométhane injecté de le refouler vers le réseau de transport. Donc jusqu'à maintenant et historiquement, les flux vont toujours des sites de production ou d'importation, passent par les réseaux de grands transports, les réseaux de transport régionaux pour aboutir aux consommateurs finaux via, le cas échéant, les réseaux de distribution. Et bien, l'idée là est d'inverser les flux historiques de gaz dans les réseaux. Donc premier point important, c'est la définition de ces ouvrages et des types de développement nécessaires. Le deuxième point important est plus attaché à une notion de territorialité, et c'est la notion du plan de zonage. Donc le plan de zonage, c'est une notion aujourd'hui, y compris dans le projet de décret, je dirais un peu grise si je peux me permettre, pas tout à fait clairement définie, mais parce que c'est forcément une notion compliquée. Le point de départ, c'est une délimitation territoriale géographique, mais absolument pas administrative. Il ne s'agit pas d'une commune, il ne s'agit pas d'un canton. Nous-mêmes, opérateurs de réseau, aujourd'hui, on ne saurait pas définir le zonage. En fait, le zonage, c'est tout simplement un territoire à l'intérieur duquel il y a des projets d'injection de biométhane qui sont déclarés, des territoires qui sont situés à proximité assez immédiate des infrastructures gazières, donc réseaux de distribution ou de transport, et sur lequel on va évoluer, territoires qui ont également un potentiel méthanogène, et sur lequel on va essayer d'évaluer conjointement, transporteurs et distributeurs, l'ensemble des développements qui seraient nécessaires pour arriver à préciser les investissements qui en découleraient. Et donc ça serait au numérateur de la division, et au dénominateur, on va évaluer les quantités de biométhane que permettraient d'injecter les développements réalisés par les opérateurs. Ceci, ça nous donne un critère qui s'appelle I sur V dans le cadre du décret. C'est ce que je viens de vous détailler un petit peu. C'est l'ensemble des investissements réalisés pour permettre une certaine quantité de biométhane injecté. Donc là, on est sur les projets de renforcement, où on a l'élaboration du schéma de développement des infrastructures, l'évaluation du potentiel de biométhane qui sera ou qui serait injecté, et donc le respect des critères, la validation du schéma de développement. Un des derniers points essentiels prévus dans ce décret aujourd'hui, c'est le recouvrement des coûts d'investissement. Qui c'est qui va payer l'ensemble de ces investissements? La volonté du législateur à ce jour, c'est de dire qu'à partir du moment où les critères I sur V sont respectés, l'ensemble des dépenses seront socialisées. Socialisées, ça veut dire qu'elles seront intégrées dans les tarifs d'acheminement des transporteurs et des distributeurs. Voilà pour les quelques points clés de ce projet de décret. Les opérateurs de réseau, qu'ils soient transporteurs ou distributeurs, ont vraiment grandement contribué à l'élaboration des textes et participé à ce groupe de travail. On a malgré tout, à l'issue des projets de rédaction de la DGEC, exprimé quelques réserves, si ce n'est quelques frustrations, dans la mesure où dans le projet de texte, l'intégralité des développements et des infrastructures qui seraient nécessaires ne sont pas prises en compte par le texte sur la définition de l'ensemble des investissements qui seraient réalisés. Et je crois que c'était le point essentiel de réserve que nous avions. Ah oui, il y avait un problème de planification. Il y a également un problème de planification. La DGEC prévoit un ordonnancement des validations des schémas de développement
Et si on respecte ce qu'a prévu le ministère aujourd'hui, en fait, le jour où on lancera les programmes d'investissement, nous, opérateurs de réseau, on ne sera pas en phase avec les besoins des porteurs de projets ou les besoins des territoires. Donc il y aurait un décalage et il y a en grosso modo une douzaine de mois à couvrir, ce qui fait que nous, opérateurs, nous arriverions une petite année en retard par rapport aux besoins territoriaux. Ce projet de texte qui a été présenté au mois d'avril au Conseil supérieur de l'énergie a fait l'objet d'une délibération de la CRE, au-delà donc de ce qu'ont pu exprimer les opérateurs gaziers et les projets d'amendement qu'on a soumis au CSE. La CRE a prononcé une délib le 18 avril qui globalement, même si elle se satisfaisait de l'existence de ce texte, des différents éléments qui avaient été définis, globalement a exprimé un avis défavorable sur les modalités du critère technico-économique. Et les points essentiels qui ont été mis en exergue par la CRE, c'est que le fait de ne pas intégrer dans le projet de texte l'ensemble des développements de réseau qui étaient à considérer, et quand je dis ensemble, la typologie d'infrastructures qui est visée là, c'est essentiellement la typologie des infrastructures de transport, les développements d'infrastructures de transport, du rebours au sein même des infrastructures de transport. Donc si on ne considérait pas l'ensemble des infrastructures qui pouvaient représenter une partie de la solution, on allait globalement et in fine, on risquait de conduire à une augmentation des coûts d'investissement et certainement pas, de leur point de vue, à l'optimum technico-économique qu'on pouvait espérer initialement. Donc c'est le premier point soulevé par la CRE. Il y en a deux autres importants. Un très important du point de vue de la CRE, c'est une position dogmatique de la CRE, c'est la quote-part supportée par les porteurs de projets. La DGEC a prévu que l'intégralité des coûts serait socialisée dans les tarifs des opérateurs. La position de la CRE, c'est que toute personne, entité ou porteur de projet qui génère un coût sur un infrastructeur doit financer ce coût ou à minima au moins y participer pour une quote-part. Chose que n'a pas prévu la DGEC à ce jour. Et dernier point, dans la notion de zonage, la CRE regrette et souhaiterait que les acteurs locaux, territoriaux, soient associés à l'étude de l'évaluation du potentiel méthanisable sur la zone, pour s'assurer, alors qu'aujourd'hui dans les projets de texte, c'est exclusivement de la responsabilité des opérateurs transport et distribution. La CRE considère fort probablement à juste titre que les acteurs territoriaux et les décideurs territoriaux ont une responsabilité et une légitimité, si ce n'est à décider, au moins à participer à cette évaluation-là. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'essentiel sur le projet de décret. En parallèle est sorti un projet d'arrêté. Le projet d'arrêté, pour l'essentiel, n'est pas vraiment critiquable ni vraiment critiqué, que ce soit par les infrastructeurs. Ah, pardon, c'est ici. Ça marche. Donc n'est pas vraiment critiqué ni par les infrastructeurs, ni par le régulateur. Il définit le plafond technico-économique dont je vous parlais précédemment de validation du plan d'investissement et du schéma de développement d'une zone à 4 700 € du normomètre cubeur. Donc là, c'est par normomètre cubeur, pardon. Donc là, c'est tout simplement une notion d'investissement réalisé à un instant T par rapport à un potentiel et une perspective de production de biométhane sur le territoire exprimé en normomètre cubeur. Et par rapport à ce potentiel-là, est définie dans cet arrêté également la méthode d'évaluation du potentiel qui a défini quatre critères sur 4 typologies d'avancement d'un projet. Alors, il y a les projets qui aujourd'hui ont déjà signé des contrats de raccordement avec les opérateurs gaziers, qu'ils soient transporteurs ou distributeurs. On considère le potentiel de la somme de ces projets sur le territoire à 90% de leur capacité maximale de production. Les projets qui sont déjà déclarés administrativement parlant et qui ont eu une autorisation au titre d'installation classée pour la protection de l'environnement seraient retenus à hauteur de 70%. Les projets qui ont des relations déjà engagées contractuellement parlant avec les distributeurs ou transporteurs au travers des études de réseau préalables nécessaires sont considérés à 40%.
Et pour le reste du territoire, où il n'y a pas de projet déclaré aujourd'hui, mais où il y a une évaluation du potentiel méthanisable de la zone, on considérerait 20% du potentiel du territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces projets, préciser sur ces projets de décret et d'arrêté. Maintenant, en complément et en conclusion sur cette partie-là, ce que je rajouterais peut-être par rapport à ce qu'a précisé Elisabeth tout à l'heure sur les trajectoires de coûts, ça vaut pour les ambitions nationales. Le driver de tout ce qui sera défini, ça va être la programmation pluriannuelle de l'énergie, et notamment les trajectoires de coûts de la filière aujourd'hui indiquées dans ce document. Tout à l'heure, je crois que tu as parlé d'une perspective de 67 € par mégawattheure en 2023 et 45 en 2028. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu le 45, mais je pense que le 45 doit considérer au budget global divisé par l'ambition haute de la PPE qui prévoit 22 terras injectés. Voilà, donc ça va être ça le driver, c'est ça qui sera déterminant. Aujourd'hui, ces trajectoires de coûts, elles sont absolument pas réalistes. L'ensemble de la filière considère qu'ils sont inatteignables à court terme. L'ensemble de la filière est tout à fait en phase pour admettre que dès aujourd'hui, on peut envisager des réductions de coûts. Les chiffres indiqués, c'est de l'ordre de 2% par an dès à présent, mais 2% par an, ça ne permettra jamais d'atteindre 67 € par mégawattheure à l'horizon 2023. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc la PPE aujourd'hui est commentée, critiquée par ailleurs dans différentes instances, là auprès de l'Association française du gaz. Aujourd'hui, on nourrit quelques espoirs que la copie soit revue un petit peu à la hausse, mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y aura pas une grande révolution. Et ben, c'est ça qui, in fine, drivera l'ambition et les injections effectives de biométhane sur les réseaux. C'est ça qui définira le critère final du I sur V qui sera acceptable pour financer les développements d'infrastructures. Et ben, donc, on va attendre les documents finaux. Juste sur le décret, là je m'adresse aux juristes, puisque pour rien vous cacher, je rentre de congé ce matin. La délib de la Creux, suite à la délib de la Creux, est-ce que vous avez connaissance si la DGEC si on a eu des commentaires sur la révision de la copie de leur texte? C'était le point qui me... Non. Bon, ben voilà, donc on va attendre un petit peu plus. Après ça, Laurence, tu me dis ce que je dois faire, puisque c'est toi le maître de cérémonie. Arrêter réfaction, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Je le fais si tu veux, si tu me dis... Alors, cette clause-là est toujours maintenue. Elle est aujourd'hui dans le projet de décret. Elle a été, je ne l'ai pas cité dans les points de réserve du régulateur, elle a été effectivement soulevée par le régulateur qui faisait le commentaire suivant, enfin qui demandait une révision à la baisse du critère des 2%. Alors le critère de 2%, c'est au-delà du critère de 4 700 € par normomètre cube qui serait produit, c'est que les opérateurs gaziers ne peuvent pas, sur une année donnée, investir dans leurs infrastructures plus que 2% que ce que leur rapportent aujourd'hui les recettes d'acheminement. Dans ces infrastructures dédiées, tout à fait. Donc la Creux a émis une réserve sur ce point-là. Elle a ciblé, en tant qu'opérateur, elle a ciblé GRDF par rapport à cette réserve, parce qu'après, il est certain que les autres distributeurs, autres que GRDF, ont des recettes d'acheminement relativement modestes, d'une manière générale, sur leur territoire, qui, si on respecte ce critère 2%, auront d'ailleurs du mal à justifier un quelconque investissement. Au niveau de GRDF, on échangeait avec Didier un petit peu au préalable tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité d'en dire beaucoup plus, parce que moi j'avais compris que la limitation des 2% pour les distributeurs était au périmètre
de la distribution publique et des tarifs, des recettes d'acheminement de la distribution publique. Si c'est le cas, 2%, ça ne représenterait pas des sommes considérables. Maintenant, c'est vrai que si on agrège tout ça à l'ensemble des recettes des zones péréquées des distributeurs, là, on pourrait comprendre la position peut-être du régulateur. Mais je n'ai pas beaucoup plus d'éléments aujourd'hui, si ce n'est que ça fait toujours partie, effectivement, du texte en préparation. Tout à fait. Et là, je pense qu'Elisabeth a présenté ce point-là sur le biométhane porté tout à l'heure dans le détail. Hop, tiens, prends un micro. Oui, juste un petit commentaire pour ramener un niveau de complexité supplémentaire. Je suis désolé, mais le modèle en fait concessif de GRDF est particulier. C'est-à-dire que on a donc des concessions qui sont dites concessions historiques, donc qui sont donc des tarifs dits péréqués. Et nous avons donc après donc l'année 2008, fin 2007-2008 en fait nous avons des concessions qui sont des concessions dites d'appel d'offres. Donc une autorité concédante donc souhaite voir alimenter donc son territoire, donc rédige un appel d'offres, des personnes soumissionnent et donc est choisi en fait le mieux disant. Donc quand on se propose aujourd'hui en fait de développer des réseaux de gaz qui sont aujourd'hui sur des zones sur lesquelles en fait il n'y a pas de concession ni historique, il n'y a pas d'appel d'offres en cours et qui sont relativement éloignés en fait, pour lesquels aujourd'hui donc le distributeur n'imaginerait pas d'aller puisque ou la potentielle autorité concédante n'imaginerait pas de faire un appel d'offres parce qu'en fait elle imagine fatalement que ça va coûter cher, que ça va pas être possible. Le fait que l'on passe à proximité avec un réseau qui va chercher à capter en fait du biométhane pour aller injecter sur une zone qui peut être une zone donc sur laquelle il y a déjà un réseau existant, fait qu'en fait donc ça peut créer de l'appétence pour la future autorité concédante pour créer un appel d'offres. Donc tout ce qu'on évoque là, lié donc au fait que la complexité réglementaire, le fait qu'en fait les autorités de régulation, le fait qu'en fait soient extrêmement vigilantes en fait, pourquoi elles sont extrêmement vigilantes? Pour éviter de créer des effets d'aubaine. Voilà. Et c'est au regard en fait de la potentielle création d'effets d'aubaine qu'il faut voir aussi donc les contraintes qui aujourd'hui et toutes les précautions que prennent en fait donc à la fois donc la Commission de régulation de l'énergie, la DGEC, etc., etc. Donc c'est un système en fait qui est relativement complexe. Sur les 2%, donc pour revenir en fait à l'échange qu'on a eu avec Didier Marron donc juste avant, donc effectivement donc quand on parle de 2% sur un périmètre géographique qui est un confetti, ça représente pas grand-chose. Quand on parle de 2% sur un périmètre géographique qui est beaucoup plus vaste, donc qui pourrait être le périmètre géographique péréqué de GRDF. Donc effectivement, ça commence à faire des sommes conséquentes. L'attribution géographique de ces 2%, en fait, quelle réflexion on peut avoir, quelle préanalyse on peut avoir sans préjuger de la décision qui sera prise. Aujourd'hui, en fait, on peut avoir des zones qui sont des zones à potentiel méthanisable ou méthanogène très très important, sur lesquelles, en fait, il n'y a pas de réseau. Donc il n'y a pas de recette d'acheminement. Donc ce qui veut dire qu'en fait, appliquer 2% des zones où il n'y a pas de recette d'acheminement, ça veut dire qu'en fait, on ne se met pas en situation d'exploiter le potentiel méthanisable de cette zone-là. Donc, ce qui veut dire que ça militerait plutôt sur une décision qui serait une décision plutôt donc, englobante sur des zones importantes sur lesquelles en fait, les recettes d'acheminement permettraient d'aller capter. Voilà. Et ça, c'est une analyse que je fais comme ça, donc voilà, que je livre à votre réflexion. Voilà, donc sachant que la décision n'est pas à ce stade donc arrêtée. Bon, si vous n'avez pas de questions, et comme vous avez tous été bien sages, pour ne pas dire trop sages, je pense que Laurence va nous inviter à une pause là maintenant, non? Assurons-nous d'abord qu'il n'y a vraiment pas de questions, parce qu'il y a eu quand même des choses assez denses qui ont été présentées. Donc il y aura une pause bien sûr, mais vous avez le droit d'intervenir. Alors tu peux rajouter qu'il y aura une pause que s'il y a des questions. Non, même pas, je crois qu'elle est déjà prête. Non, vraiment, sans regret, personne n'a besoin de précision ou... Bon, les questions peuvent être aussi posées pendant la pause. Donc ça se passera à l'extérieur de l'auditorium. Et on prévoit une vingtaine de minutes. Je pense. Très bien. Voilà.
Et je vais redonner la parole à Lionel Lalanne et Monsieur Ganchou. Et vous allez nous présenter les conditions de l'injection. Et ensuite, on fera un état des lieux des projets, enfin du développement de la filière localement dans le département. Donc on aura une présentation de François Delage de la Chambre d'agriculture. Voilà, pour